Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes à Lorient. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du musée sous-marin, un musée qui permet de découvrir un patrimoine immergé sur la façade maritime de Lorient. Plus de 350 épaves sont en effet recensées. C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Mais avant, place à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Encore une journée difficile pour les usagers du TGV entre Paris et la Bretagne. Alors que la SNCF avançait une légère amélioration vers Nantes et Bordeaux avec 6 et 8 liaisons, un seul départ a été assuré depuis Brest et Quimper jusqu'à Paris et 3 en tout en sens inverse, tous complets. Bilan, ce sont les cars qui ont fait le plein, comme ici à la gare de Brest. Il n'est pas prévu que la situation s'améliore ce mercredi. 600 postes à pourvoir dans les Côtes-d'Armor et pas assez de candidats. Une soixantaine d'entrepreneurs du département ont décidé d'aller les chercher là où ils se trouvent, à Paris. Ils organisent le 19 novembre une opération de job dating à Montparnasse. Objectif, convaincre jeunes diplômés et cadras souhaitant changer de vie de mettre le cap à l'ouest. Pas si loin d'ailleurs, au plus rapide, il ne faut désormais que 2h17 pour rallier Paris à Saint-Brieuc. Probable report du départ en vue pour la Brest Atlantique, la course de trimaran-géant qui doit s'élancer dimanche de Brest pour un demi-tour du monde via Rio de Janeiro et le Cap. En cause, la très grosse dépression qui s'annonce avec des vents forts et des creux de 6 à 9 mètres. Selon les fichiers météo, aucune fenêtre ne semble devoir s'ouvrir avant mercredi 6 novembre. Les concurrents de la Jacques Vabre, eux, sont déjà loin et moins directement concernés. Échue, la saison 2019 du Corentin, le Lougre de l'Audet, a pris fin ce lundi. Le vieux gréement est remonté de Sainte-Marine à Quimper pour son entretien annuel après une saison riche de plus de 3500 milles parcourus, notamment via Nantes et le golfe du Morbihan. Objectif désormais le Pays Basque Sud au printemps, puis la remontée de la Dordogne, avant les fêtes maritimes de Douarnenez du 15 au 19 juillet. Gros coup de chaud pour les 22 membres d'équipage du tonnier concarnois à Velvore dans la nuit de lundi à mardi au large du Libéria. Victime d'une collision avec un objet flottant non identifié, le bateau de 61 mètres a coulé en quelques heures. L'équipage a pu être récupéré sain et sauf par un autre navire de la même compagnie, la CFTO. Aïe 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 quoi, qu'est-ce que j'ai mal depuis le temps. Il y a 6 mois, cette maman de 2 enfants handicapés interpellait dans une vidéo le président de la République lors de son déplacement à Saint-Brieuc. Faut nous aider, accordez-moi juste 5 minutes. Depuis 5 ans, elle demande la reconnaissance par l'Agence régionale de santé, l'ARS, de cette école pour enfants handicapés qu'elle a créée. Ici, on privilégie la stimulation avec la méthode PETO. J'ai fait le buzz avec mes lunettes orange et il est vrai que j'ai eu la réponse de l'ARS 3 petites semaines après et j'ai eu un interlocuteur de l'Élysée via Monsieur Macron. Donc je ne suis pas peu fière parce que voilà, j'ai pas peur, j'ai envie de réussir à faire les choses. Je me bats pour mes 2 enfants, mais aussi pour tous ceux qui seront avant, après, pendant. Voilà, donc je sais pourquoi je suis là, j'ai pas peur de grand chose et puis j'ai envie que ça marche quoi. Depuis 2015, cette école s'est développée. Elle accueille dans l'année une 60aine d'enfants venus des 4 coins de la France. On refait tout à la maison, la chaise, les attelles, la table, la poignée, pour que justement il soit autonome. Parce que je ne supportais plus de le voir attaché dans des fauteuils, sanglé. Il a besoin de muscler son tronc et c'est pas en le sanglant de partout que ça va marcher. Grâce à l'aide financière de l'Agence régionale de santé, une seconde classe pour les adolescents et les adultes va voir le jour en janvier 2020. Quand ils sont petits, on arrive à les intégrer dans des écoles, etc. Mais à partir de 20 ans, ça devient très compliqué. Moi, ce que je souhaite, c'est que des jeunes comme ma fille de 18, 20, 25 puissent évoluer ensemble et se préparer à l'avenir. L'avenir, c'est sans nous aussi. Des financements supplémentaires seront quand même nécessaires. Une multitude d'événements sont prévus tout le mois de décembre pour récolter des fonds, ainsi qu'un appel à bénévoles pour développer cette aventure atypique. Dans quelques jours, 4 géants des mers vont s'élancer des quais brestois pour une course autour de l'Atlantique inédite. À bord, les skippers navigueront en duo, mais ils seront tous accompagnés d'un médiaman, soit un 3e homme, dont la mission est uniquement de faire des photos et des vidéos. À bord d'Actual, Yves Leblévesque et Alex Peya ont craqué sur le côté roots de Ronan Gladu,
Plutôt connu des surfeurs pour ses vidéos de périples fous avec ses compères de Lost in the Swell. Moi, mon approche est venue directement du surf. La mer est imprévisible, donc du coup, ça force à pas trop regarder la météo, à être en permanence, à faire des images, à essayer de suivre ce qui se passe et de vivre l'instant présent. J'ai toujours eu une approche plus reporter, on va dire journaliste, en faisant mes images, plus que artiste. Pour lui, interdiction de participer à la performance de ce bateau de 31 mètres de long et 35 mètres de haut. Je peux pas wincher, j'ai vraiment rien le droit de faire qui permet faire avancer le bateau. Par contre, j'ai quand même le droit, c'est marqué dans les règles de course, de faire le ménage et de faire à manger. Leur faire du thé et du café, ça permet de communiquer avec eux, de se rendre compte un petit peu si tout va bien ou s'ils sont stressés ou pas. Et ça peut peut-être de temps en temps les déstresser un peu. Donc moi j'aime bien, quand il y a de la mer et tout, leur faire un petit thé, petit café, ça va, vous allez bien. Un médiaman sur une course au large avec un équipage aussi réduit, ça n'avait encore jamais eu lieu. Preuve que la course se joue autant sur les écrans qu'en pleine mer. En général, les médiamans sont quand même issus de ce milieu-là, ils sont vraiment des experts techniques, ce qui n'est pas forcément mon cas. Surtout que moi j'ai une chance énorme, c'est qu'on n'a pas forcément le bateau le plus performant sur le papier, qui est un bateau un petit peu ancien que tout le monde connaît. Et donc du coup, les skippers n'ont rien à cacher à bord. Donc je sais que je ne serai pas bridé à ce niveau-là. Et par expérience, je sais qu'il y a d'autres équipes il y a vraiment des enjeux au niveau de la course à l'instant T. Et du coup, c'est carrément faut pas montrer la voile d'avant, le réglage, comment ils sont. S'il y a un petit truc à casser, faut pas le dire. Si la météo le permet, les bateaux franchiront le goulet de Brest ce dimanche. Ronan aura déjà l'œil dans le viseur. Et nous sommes de retour à Lorient, au musée sous-marin, en compagnie de Christophe Serino. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien maritime et également président de ce musée. C'est le premier espace muséographique créé au sein de la base des sous-marins de Lorient. C'était il y a 20 ans. Quel est le fil conducteur à l'origine de ce site ? À travers la bataille de l'Atlantique, assurément, il y a la vie des hommes, il y a la vie des marins. Mais le point de départ, c'est réellement de pouvoir présenter un parcours muséographique pour expliquer ce qu'ont été, au fond, au pays de l'Orient, les grands temps de la Deuxième Guerre mondiale et de la bataille de l'Atlantique. Je dirais tout le volet maritime de ce conflit, dans ce qui est et ce qui reste la plus grande base de sous-marins construite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la particularité, on l'a compris, c'est de partager un patrimoine immergé. En 20 ans, vous avez recensé entre 350 et 400 épaves. Alors c'est un travail titanesque qui a été réalisé en 20 ans, on peut le dire aujourd'hui, avec plus de 120 bénévoles. Dès le début, on sait très modestement qu'on apportera un tout petit caillou dans un océan, je dirais, d'archives, de documents et d'épaves. Alors il y a deux volets en effet. Il y a le volet en mer, et là c'est un travail titanesque. D'ailleurs, on n'ira pas au bout. 400 épaves, on ne pourra pas tout explorer, mais au moins on laissera, quelques traces de nos recherches. Et on les partage dès à présent dans cet espace de visite. Et c'est bien le deuxième volet et en réalité le plus important. Cet espace de visite, c'est un endroit qu'on a voulu pour partager au plus grand nombre. Et paradoxalement, pas avec les plongeurs, parce qu'ils les connaissent bien souvent, ces épaves, mais avec toutes les personnes qui ne plongent pas. Partager évidemment ce patrimoine qui est le nôtre. Voilà. Alors évidemment, derrière, c'est 120 bénévoles. C'est plus de 30 000 heures de bénévolat, cet espace muséographique. La vidéo, on l'a compris, joue un rôle essentiel dans ce musée. Alors on est là devant une carte interactive. On peut venir en tant que visiteur et on découvre comme ça ce qui se passe au fond de la mer, ce que vous avez pu filmer. Oui, alors pas tout en temps réel, mais en tout cas, voilà. Non, pas en temps réel. Bien sûr, mais je dirais globalement, c'est un outil dont on a rêvé pendant de nombreuses années et on en dispose depuis 2016. Simplement, en cliquant du doigt, on a une base de données. Et donc, cette base de données nous permet en temps réel de voir des images des épaves qui ont été explorées. Et là, il y a tout le travail audiovisuel, mais il y a aussi le travail dans les archives, sur les écrans de part et d'autre. On est capable donc de découvrir des éléments d'archives. Voilà. Et c'est tout ça qui nous permet d'apporter au plus proche finalement de nos visiteurs la recherche et les fonds marins. Ça va d'ailleurs jusque regarder à des travaux de relevé bathymétrique que l'on fait dans la rade de l'Orient. Et là, c'est, je dirais, un patrimoine naturel, c'est un patrimoine sédimentaire, si je puis dire. C'est d'essayer de donner des représentations pour que cette mer que l'on voit en 2 dimensions sur les cartes marines soit réellement en 3 dimensions pour tous.
L'intérêt également, c'est de capter des choses qui peuvent disparaître avec les années. Vous allez laisser une trace et c'est un musée qui évolue perpétuellement aujourd'hui. Oui, complètement. Parce que sur des bassins sédimentaires, notamment près de l'île de Groix, sur la façade nord de l'île de Groix, il y a des mouvements importants, donc il y a des interactions mécaniques. Il peut aussi y avoir des pêcheurs qui accrochent leur drague dans les épaves. Et puis il y a une interaction qui est beaucoup plus lente et qui, elle, est inexorable. C'est l'intervention chimique, tout simplement, puisque eh bien, il y a de la corrosion qui fait qu'on fige à un moment donné un patrimoine sous la mer et que toutes ces collections, on peut les découvrir au musée. Il y en a beaucoup sur nos serveurs qui ne sont pas encore montrés, qui le seront année après année. Et tout ça, bien sûr, et continuera à être déposé auprès du ministère de la Culture, auprès du DRASM, pour que bien après nous, eh bien, on continue à avoir une trace de ce qu'était ce patrimoine. Une dernière petite chose, Christophe Serino, vous vous dotez d'un nouvel appareil, vous allez vous doter d'un nouveau robot qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos recherches. Ouais, complètement. C'est un beau dossier. Là aussi, on a le soutien de toutes nos collectivités, la région Bretagne en tête de gondole, avec l'appel à projet Neptune, qui nous permet en effet de nous doter d'un ROV, donc qui est un robot philo-guidé qui permet ensuite de mettre des caméras sous-marines à très haute définition pour pouvoir faire de l'imagerie de très grande qualité jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et on va pouvoir donner accès à ce musée sous-marin profond, un musée sous-marin qui, pour le coup, est resté, a priori, préserver les interactions humaines. Alors peut-être pas celles de quelques dragues, mais en tout cas pour les plongeurs, c'est certain. Et voilà, tout notre souhait, c'est de pouvoir faire partager au plus grand nombre de nouvelles images sous-marines. Et c'est des images qu'on pourra découvrir ici au musée sous-marin. Et notamment dans cette salle. Merci beaucoup, Christophe Serino. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée sur vos chaînes bretonnes.